Tu es puni jusqu'à ce que tu t'excuses auprès de ta belle-mère, a aboyé mon père devant toute la famille. Les rires ont rempli la pièce. Mon visage brûlait, mais j'ai seulement dit « d'accord ». Le lendemain matin, il a ricané « tu as enfin appris ta place ». Puis il a remarqué que ma chambre était vide, et l'avocat de la famille a fait irruption, tremblant. « Monsieur, qu'avez-vous fait ?» Je n'aurais jamais pensé que la personne qui m'avait appris à faire du vélo serait la même qui m'humilierait devant toute notre famille. Mais j'étais là, à 17 ans, debout dans notre salle à manger pendant que tout le monde riait de moi comme si j'étais une sorte de blague. Laissez-moi revenir en arrière. Ma mère est morte quand j'avais 11 ans. Le cancer l'a emporté lentement, douloureusement, et j'ai regardé chaque horrible seconde de cela. Papa a fait son deuil pendant peut-être 6 mois avant que Vanessa ne fasse irruption dans nos vies avec sa fausse sympathie et son parfum de créateur. Ils se sont mariés 10 mois après les funérailles de maman. J'avais 12 ans, j'étais en colère et complètement impuissante pour l'empêcher. Vanessa a amené sa fille Britney avec elle. Britney avait 14 ans à l'époque, blonde, manipulatrice, et est instantanément devenue l'enfant chéri de papa. Tout ce que Britney faisait était parfait. Tout ce que je faisais était mal. Quand Britney obtenait un B à un contrôle de maths, papa disait qu'elle avait fait de son mieux. Quand j'obtenais un A en chimie, il demandait pourquoi je ne pouvais pas faire mieux. La maison qui sentait autrefois les bougies à la lavande de maman a commencé à empester le parfum floral écrasant de Vanessa. Les peintures de maman ont été décrochées des murs. Son jardin est mort parce que Vanessa voulait faire installer une piscine. Même les recettes de maman ont disparu de la cuisine, remplacées par la cuisine fade et sans saveur de Vanessa que papa louait comme s'il s'agissait de cuisine gastronomique. Je gardais la tête baissée, j'avais de bonnes notes, je ne m'attirais pas d'ennui. Maman m'avait laissé de l'argent dans un fonds fiduciaire auquel j'aurais accès à mes 18 ans, et je comptais les jours jusqu'à ce que je puisse partir et ne jamais regarder en arrière. Mais Vanessa ne pouvait même pas me laisser ce petit réconfort. Ça a commencé par de petits commentaires. Ta mère serait tellement déçue de ton attitude. Ton père mérite mieux qu'une fille si froide et ingrate. Britney me traite avec tellement de respect. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme elle? Je me mordais la langue à chaque fois. Puis est arrivé mon 17e anniversaire. Papa a demandé ce que je voulais faire, et j'ai dit, j'aimerais visiter la tombe de maman. Peut-être avoir un dîner tranquille, juste nous deux. Quelque chose de simple pour se souvenir d'elle. Vanessa a entendu et a piqué une crise. Comment osais-je l'exclure de mon anniversaire? Comment osais-je tout ramener à ma mère morte? Papa a cédé immédiatement, comme il le faisait toujours. Mon anniversaire est devenu un dîner de famille dans un restaurant cher où Vanessa a tenu la cour en parlant d'elle-même tout le temps. Quand le dessert est arrivé, elle s'était arrangée d'une manière ou d'une autre pour que le serveur apporte un gâteau qui disait « Joyeux anniversaire, Britney », avec mon nom en dessous, même si l'anniversaire de Britney n'était pas avant 3 mois. Je pensais que ce serait sympa de célébrer mes 2 filles, a roucoulé Vanessa. Papa lui a souri. C'est tellement attentionné, chérie. Britney m'a souri en coin de l'autre côté de la table. Elle savait exactement ce que c'était. Je devrais mentionner que je travaillais à temps partiel dans une librairie locale depuis mes 16 ans. Chaque chèque de paie allait sur mon propre compte d'épargne, auquel papa n'avait pas accès. J'avais réussi à économiser environ 4 000 $ en budgétisant soigneusement chaque centime. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était à moi mon fonds d'évasion. 3 semaines après le désastre de mon anniversaire, je suis rentré de l'école pour trouver papa et Vanessa m'attendant dans le salon avec des expressions sérieuses. Nous devons parler de ton fonds pour l'université, a dit papa. Mon estomac s'est noué. Quoi à propos de ça? Ton père et moi en avons discuté, est intervenue Vanessa, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. Nous pensons qu'il serait juste de diviser le fonds fiduciaire de ta mère entre toi et Britney. Après tout, nous sommes une famille maintenant, et Britney mérite les mêmes opportunités que toi. Je les ai fixées. Cet argent vient de maman, pour moi. C'est un trust légal. Que ton père peut demander à modifier en tant que tuteur, a répliqué Vanessa, abandonnant son numéro de gentillesse. Britney veut aller dans une école de design, et c'est cher. Tu es intelligente. Tu auras des bourses. Britney a besoin de cet argent plus que toi. Papa ne voulait pas croiser mon regard. C'est la bonne chose à faire. Ta mère voudrait que tu partages. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est fissuré en moi. Pas brisé,
fissuré comme un pare-brise avec un tout petit éclat dont on sait qu'il va finir par se propager en toile d'araignée sur toute la surface. Maman a laissé cet argent pour moi, ai-je dit doucement. Elle a créé ce trust spécifiquement pour mon éducation et mon avenir. Vous ne pouvez pas juste le donner à Britney. On ne lui donne pas tout, a dit finalement papa, en me regardant. Juste la moitié. C'est juste. Ce n'est pas juste. C'est du vol. Vanessa a halté comme si je l'avais giflé. Comment oses-tu parler à ton père de cette façon, Stacy? C'est exactement le genre d'attitude égoïste et ingrate dont nous parlons. Je suis sorti de la pièce avant de dire quelque chose que je regretterais. Le lendemain, j'ai appelé le cabinet d'avocats qui gérait le trust de maman. L'avocate, Madame Patricia Kensington, avait été une amie de fac de maman. Elle a tout écouté, puis m'a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Papa avait déjà déposé des papiers pour demander au tribunal de modifier le trust. Il prétendait avoir des difficultés financières et soutenait que ses deux filles méritaient un traitement égal. Peut-il faire ça? Ai-je demandé, ma voix tremblante. Il peut essayer, a dit Madame Kensington prudemment. Mais votre mère a structuré ce trust très spécifiquement. Elle a inclus un langage qui empêche toute modification sauf dans des circonstances extrêmes. Votre père devrait prouver de véritables difficultés financières, ce dont je doute qu'il puisse faire étant donné ses revenus. Cependant, les batailles juridiques prennent du temps et de l'argent. Même s'il perd, cela pourrait bloquer le trust pendant des années. Je me sentais malade. Qu'est-ce que je peux faire pour l'instant? Documenter tout. Chaque conversation, chaque exigence. Si cela va au tribunal, vous aurez besoin de preuves que ce n'est pas une question de difficulté financière. C'est pour apaiser sa nouvelle femme. J'ai commencé à tout enregistrer après ça. Pas d'enregistrement audio, ceux-ci peuvent être illégaux selon les lois de l'État. Mais je tenais des journaux détaillés avec les dates, les heures et les citations exactes de ce qui était dit. Je sauvegardais chaque SMS, chaque email. Je construisais une trace écrite. Vanessa a intensifié ses attaques. Elle a commencé à critiquer tout ce que je faisais. Mes vêtements étaient trop sombres. Ma musique était trop forte. Je passais trop de temps à lire au lieu de tisser des liens avec la famille. Elle se plaignait que je ne l'appelais jamais à maman, comme si j'allais trahir ma vraie mère de cette façon. Britney s'est jointe au harcèlement. Elle empruntait mes affaires sans demander et les rendait abîmées. Elle mangeait mes restes dans le frigo et le niais. Une fois, elle a fouillé ma chambre et a trouvé le journal où j'écrivais sur maman mes souvenirs et sentiments privés. Elle l'a montré à Vanessa, qui l'a montré à papa. Papa a qualifié d'inquiétant et obsessionnel le fait que je ressasse encore le passé. Il a suggéré une thérapie, ce qui aurait pu être raisonnable sauf qu'il a choisi une thérapeute recommandée par Vanessa, une de ses amies qu'elle avait déjà montée contre moi. Je suis allé à une séance. La thérapeute a passé l'heure entière à parler de dynamique de famille recomposée et de la façon dont je devais lâcher prise sur le ressentiment et accepter ma nouvelle réalité. Quand j'ai essayé d'expliquer que je voulais juste honorer la mémoire de ma mère sans qu'on me dise que j'avais tort de faire mon deuil, elle m'a coupé et a dit que j'étais sur la défensive. Je n'y suis jamais retourné. Papa a menacé de m'y forcer, mais Madame Kensington a souligné qu'il ne pouvait pas imposer une thérapie sans motif, et que le tribunal verrait d'un mauvais œil le fait de forcer une adolescente à suivre une thérapie avec une thérapeute ayant une relation personnelle avec la belle-mère. Les choses ont atteint un point critique 2 mois avant mon 18e anniversaire. Vanessa a décidé d'organiser Thanksgiving chez nous. Elle a invité toute sa famille élargie, des gens que je n'avais jamais rencontrés et avec qui je n'avais aucun lien. Elle n'a pas invité la sœur de papa, tante Caroline, qui venait à nos Thanksgiving depuis avant ma naissance. Quand j'ai interrogé papa à ce sujet, il a dit que Vanessa se sentait plus à l'aise avec sa propre famille, et que nous devions respecter cela. Tante Caroline m'a appelé, blessée et confuse. Elle avait toujours été là pour moi après la mort de maman, et l'exclure ressemblait à effacer un autre morceau de ma mère de ma vie. J'ai dit à papa que c'était mal de l'exclure. Il a dit que c'était la décision de Vanessa en tant que femme de la maison. Alors, j'ai appelé tante Caroline et lui ai dit que je viendrais chez elle pour Thanksgiving à la place. Vanessa a explosé quand elle l'a découvert. Tu seras à ce dîner de famille, jeune fille. J'ai passé des semaines à planifier ça. Alors tu aurais dû prévoir d'inclure la famille de papa aussi, ai-je dit. Papa a soutenu Vanessa. Bien sûr, il le faisait toujours. Tu es délibérément difficile.
Tu seras ici pour Thanksgiving, et tu seras agréable avec nos invités. C'est définitif. Je suis allé chez tante Caroline quand même. Le jour de Thanksgiving, je me suis réveillé tôt, me suis habillé et j'ai laissé un mot disant que j'étais allé chez tante Caroline et que je serais de retour ce soir-là. J'ai éteint mon téléphone et j'ai passé la journée avec quelqu'un qui m'aimait vraiment. Quand je suis rentré vers 20h ce soir-là, la maison était encore pleine des parents de Vanessa. J'ai essayé de me glisser à l'étage dans ma chambre, mais Vanessa m'a repéré. La voilà, a-t-elle annoncé bruyamment. La petite morveuse ingrate qui n'a même pas daigné se montrer pour le Thanksgiving en famille. Tout le monde s'est tu. Je pouvais sentir des dizaines d'yeux sur moi. Papa est apparu de la cuisine, le visage rouge. Où étais-tu? Je te l'ai dit. Chez tante Caroline. Tu m'as délibérément défié, a-t-il dit, la voix montant. Tu as embarrassé ta belle-mère devant toute sa famille. J'ai passé Thanksgiving en famille, ai-je dit doucement. Tante Caroline est de la famille. C'est ridicule, a claqué Vanessa. Elle a besoin d'apprendre le respect. Fais-la s'excuser. J'ai regardé papa en silence, le suppliant de se rappeler qui il était. Le père qui m'emmenait à la pêche, qui m'aidait avec mes devoirs, qui me tenait pendant que je pleurais après la mort de maman et promettait qu'il serait toujours là pour moi. Cet homme était parti. Excuse-toi auprès de ta belle-mère, a exigé papa. Pourquoi? Pour avoir manqué de respect à cette famille. Vanessa s'est agrippée au bras de papa. Elle est toujours comme ça. Si haineuse, si rancunière. J'ai tellement essayé de créer un lien avec elle, mais elle me rejette à chaque fois. Elle pleurait vraiment. J'ai presque admiré la performance. Plusieurs parents de Vanessa ont murmuré avec sympathie. Ils voyaient exactement ce qu'elle voulait qu'ils voient, une adolescente difficile et ingrate et une pauvre belle-mère faisant de son mieux. Britney se tenait derrière Vanessa avec le sourire en coin le plus satisfait que j'ai jamais vu. Excuse-toi, a répété papa. Non. Le mot est resté suspendu dans l'air comme de la fumée. La mâchoire de papa s'est serrée. Puis il a prononcé les mots qui allaient tout changer. Tu es puni jusqu'à ce que tu t'excuses auprès de ta belle-mère. Des rires ont parcouru la famille de Vanessa. De vrais rires comme si c'était un dîner-spectacle divertissant. Quelqu'un a marmonné, les adolescents, pas vrai? Une autre personne a dit, mes enfants ne s'en sortiraient jamais avec cette attitude. Mon visage brûlait. Je ne m'étais jamais sentie aussi petite, aussi humiliée, aussi complètement impuissante. Mais j'ai regardé mon père dans les yeux, et j'ai dit très calmement, d'accord. Puis je suis monté dans ma chambre. Je pouvais entendre Vanessa profiter du moment en bas, jouant probablement la victime encore plus fort maintenant. Je m'en fichais. J'ai fermé ma porte, je me suis assise sur mon lit et j'ai sorti mon téléphone. J'avais 37 appels manqués et 2 fois plus de SMS de papa, tous menaçants et en colère. Je les ai effacés sans en lire la plupart. Puis j'ai appelé Madame Kensington. Il était tard un jour férié, mais elle m'avait dit d'appeler n'importe quand si les choses tournaient mal. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Parle-moi. Je lui ai tout raconté, chaque mot de la confrontation, chaque détail. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit, en combien de temps peux-tu être prête à partir? Partir? Tu as presque 18 ans. Tu as tes propres économies. Ton père a créé un environnement de vie hostile, et il tente de voler ton héritage. Nous pouvons demander une émancipation anticipée, mais honnêtement, à 17 ans et 10 mois, il pourrait être plus rapide de simplement te retirer de la situation et de te laisser sortir de sa garde par l'âge. As-tu un endroit sur où aller? Chez tante Caroline. Appelle-la ce soir. Demande si tu peux rester jusqu'à ton anniversaire, puis commence à faire tes valises. Mes mains tremblaient. Il ne le permettra jamais. Il n'a pas à le faire. Tu ne fugues pas. Tu te retires d'une situation émotionnellement abusive avec l'aide de ta famille et d'un conseil juridique. Je m'occuperai de ton père. Mets-toi juste en sécurité. J'ai appelé tante Caroline. Elle n'a pas hésité. Fais tes valises. Je viens te chercher. Il est tard. Sa maison est pleine de monde. Je m'en fiche. Emballe ce qui compte le plus. On récupérera le reste plus tard si on a besoin. Je n'avais jamais fait mes valises aussi vite de ma vie. Vêtements, ordinateur portable, documents importants, photos de maman,
les bijoux qu'elle m'avait laissés, mes informations de compte d'épargne. Tout tenait dans 2 sacs de sport et un sac à dos. Je pouvais encore entendre la fête en bas. La voix de Vanessa s'élevait au-dessus des autres, se plaignant probablement encore de moi. Tante Caroline a envoyé un texto quand elle est arrivée. J'ai attrapé mes sacs, jeté un dernier coup d'œil à ma chambre, la chambre où j'avais grandi, où maman me lisait des histoires le soir, et je suis sorti. J'ai réussi à descendre les escaliers jusqu'à l'entrée avant que papa ne le remarque. Où crois-tu aller? Tout le monde dans la salle à manger s'est retourné pour regarder à nouveau. Chez tante Caroline, ai-je dit. Je vais rester avec elle. Le visage de papa est devenu violet. Sûrement pas. Tu es puni. Remonte dans ta chambre. Je pars. Il s'est avancé vers moi, mais Vanessa lui a attrapé le bras. Laisse-la partir, a-t-elle dit doucement. Si elle veut être ingrate, laisse-la voir à quel point elle était bien ici. Papa l'a repoussé. Tu ne prends pas ces sacs. Tout ce qui est dans cette maison m'appartient. Ce sont mes effets personnels, ai-je dit. Des vêtements que j'ai achetés avec mon propre argent. Mon ordinateur portable que j'ai acheté. Les bijoux de ma mère qu'elle m'a laissés dans son testament. Les bijoux de ta mère sont un bien familial. Ils m'ont été spécifiquement légués dans son testament, ce que tu sais parce que tu étais là quand il a été lu. Je prends ce qui est légalement à moi et je pars. Tante Caroline est apparue dans l'embrasure de la porte derrière moi. Y a-t-il un problème ici? Les yeux de papa se sont écarquillés. Caroline, c'est entre moi et ma fille. Ta fille m'a appelé en pleurant parce que tu l'as humiliée publiquement pour avoir voulu passer Thanksgiving avec moi. Maintenant, elle a demandé à rester avec moi et j'ai accepté. Elle a 17 ans assez âgée pour choisir où elle veut vivre. Tu peux soit la laisser partir paisiblement, soit je peux appeler la police et nous pourrons discuter de ta tentative de retenir son héritage légal et de la forcer à rester dans un environnement émotionnellement abusif. La pièce est devenue silencieuse comme la mort. Papa avait l'air d'avoir été giflé. Émotionnellement abusif? Je lui ai tout donné. Tu as remplacé sa mère, volé son héritage pour le donner à ta belle-fille, l'as isolée de la famille, et ce soir tu l'as humiliée devant des étrangers pour faire plaisir à ta femme, a dit tante Caroline. Ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. Vanessa s'est avancée, son masque tombant enfin. C'est une morveuse gâtée qui a besoin d'apprendre sa place dans cette famille. C'est une enfant qui a perdu sa mère et a ensuite perdu son père aussi, a claqué tante Caroline. Viens, ma chérie. On y va. Je suis sorti sans regarder en arrière. Papa nous a suivis jusqu'à l'allée, hurlant des menaces d'appeler la police, à propos de la garde, disant que je le regretterais. Tante Caroline l'a ignoré, m'a aidé à charger mes sacs dans sa voiture et est partie. Je n'ai pas pleuré avant que nous soyons à mi-chemin de chez elle. Là, je me suis complètement effondré. Tante Caroline n'a pas essayé de me réconforter avec des mots vides. Elle m'a juste tenu la main et a conduit. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans la chambre d'amis de tante Caroline, ayant l'impression d'avoir été percuté par un camion. Tout me faisait mal, ma tête, ma poitrine, mon cœur. Mon téléphone avait vibré toute la nuit. Je l'ai finalement regardé. 63 messages de papa. La plupart étaient en colère. Certains suppliants. Quelques menaces. Le plus récent, envoyé à 6 heures du matin, m'a glacé le sang. Tu as fait la plus grosse erreur de ta vie. Je te retire de mon testament. Tu n'auras rien. Rentre à la maison et excuse-toi ou tu es morte pour moi. J'ai fait une capture d'écran et l'ai envoyée à Madame Kensington. Elle a appelé immédiatement. Parfait. Continue de m'envoyer tout ce qui ressemble à ça. Ton père construit notre dossier pour nous. Quel dossier? Le dossier prouvant qu'il te manipule financièrement et émotionnellement. Chaque menace, chaque exigence, chaque tentative de te contrôler par l'argent, tout cela soutient ta position selon laquelle il n'agit pas dans ton meilleur intérêt. Maintenant, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Ne lui réponds pas du tout. Peu importe ce qu'il dit, peu importe combien il menace ou supplie, ne t'engage pas. Laisse-le montrer à tout le monde exactement qui il est devenu. C'était brutal. Papa envoyait message après message. Il a essayé la colère, rentre maintenant ou tu n'es plus ma fille. Il a essayé la culpabilité, ta mère aurait honte de toi. Il a essayé la corruption, rentre et j'oublierai que c'est arrivé.
On peut trouver un arrangement avec le fonds fiduciaire. Je n'ai répondu à rien. Vanessa a commencé à envoyer des textos aussi. Ces messages étaient du pur poison. Tu es une petite sorcière égoïste qui déchire cette famille. Ton père souffre à cause de toi. Britney est dévastée. Tu devrais avoir honte de toi. J'ai tout transféré à Madame Kensington. 3 jours après mon départ, papa s'est présenté chez tante Caroline. Il a martelé la porte, exigeant de me voir. Tante Caroline a appelé la police. Le visage de papa quand la voiture de police est arrivée valait presque tout ce que j'avais traversé. Presque. Les policiers ont expliqué que j'avais presque 18 ans. J'étais parti volontairement. J'étais avec un membre de la famille et je n'étais pas tenu de rentrer chez moi si je ne le voulais pas. Ils ont suggéré à papa de contacter un avocat spécialisé en droit de la famille s'il voulait poursuivre la garde. Mais ils ont aussi noté que compte tenu de mon âge, la plupart des juges respecteraient probablement mes souhaits quant à l'endroit où je voulais vivre. Papa a essayé d'argumenter, a essayé d'expliquer que j'étais manipulé, que tante Caroline me montait contre lui. L'un des officiers, une femme probablement dans la quarantaine, l'a regardé et a dit « Monsieur, votre fille a 17 ans. Elle s'exprime bien. Elle semble être en bonne santé et avoir le moral, et elle a clairement exprimé qu'elle ne veut pas rentrer avec vous. À moins que vous n'ayez des preuves d'abus ou de négligence dans cette maison, nous ne pouvons rien faire. Je vous suggère de respecter sa décision et d'essayer de régler cela par les voies appropriées. » Papa est parti, mais pas avant d'avoir crié assez fort pour que tout le quartier entende « Tu gâches ta vie. Ne viens pas pleurer vers moi quand tu réaliseras ce que tu as fait. » Le lendemain matin, Madame Kensington a appelé avec des nouvelles. La demande de votre père pour modifier le trust a été rejetée. Le juge a examiné les documents du trust et n'a trouvé aucune base légale pour une modification. Le trust de votre mère reste intact et vous sera entièrement accessible le jour de votre 18e anniversaire. J'ai commencé à pleurer. Il ne peut pas y toucher ? Ai-je dit. Il ne peut pas y toucher. Le trust est inattaquable, a-t-elle dit. Votre mère s'en est assurée. Maman m'avait protégé même après sa mort. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 2 semaines après mon départ, papa est revenu chez tante Caroline. Cette fois, il n'a pas martelé la porte. Il a frappé doucement et a demandé si nous pouvions parler. Tante Caroline l'a fait attendre sur le porche pendant qu'elle me demandait si je voulais le voir. Une partie de moi ne voulait pas. Une partie de moi voulait le laisser se sentir exactement aussi rejeté qu'il m'avait fait me sentir, mais j'ai accepté de lui parler. Tante Caroline est restée dans la pièce. Papa avait l'air terrible épuisé, vaincu. J'ai fait des erreurs, a-t-il commencé. C'est un euphémisme, ai-je dit. Je sais. Je sais que je t'ai laissé tomber. Après la mort de ta mère, j'étais perdu. Vanessa m'a fait sentir que je pouvais avoir une vie normale à nouveau. Une famille complète. Je voulais tellement ça que j'ai ignoré à quel point je te blessais dans le processus. Tu ne l'as pas ignoré, ai-je dit. Tu l'as choisi. Chaque fois que Vanessa ou Britney étaient cruelles avec moi, tu prenais leur parti. Chaque fois que j'essayais d'honorer la mémoire de maman, tu me disais de passer à autre chose. Tu as essayé de voler mon héritage pour le donner à une fille qui n'est même pas ta fille. Il a tressailli. J'avais tort pour le fonds fiduciaire. Je n'aurais jamais dû essayer de le modifier. Vanessa m'a convaincu que c'était juste, mais ça ne l'était pas. Cet argent est à toi. Ta maman voulait que tu l'aies. Qu'est-ce qui a changé, ai-je demandé. Pourquoi es-tu ici maintenant? Papa a regardé tante Caroline, puis m'a regardé. Notre avocat m'a appelé hier. Il m'a dit qu'il avait vu les messages que je t'ai envoyés, les menaces de te retirer de mon testament, les exigences que tu rentres à la maison ou que tu perdes ta famille. Il a dit que si cela allait au tribunal, je passerais pour un parent abusif essayant de manipuler financièrement mon enfant. Il a dit que je perdrais. Et ensuite il a dit quelque chose qui m'a vraiment atteint. Quoi? Il a dit, vous avez déjà perdu votre fille le soir où vous l'avez humiliée pour protéger l'ego de votre femme. Maintenant, vous décidez simplement si vous voulez une chance de la reconquérir ou si vous voulez rendre cela permanent. Le silence a rempli la pièce. Je ne veux pas te perdre, a dit papa, sa voix se brisant. Tu es ma fille, ma petite fille, et je t'ai traité comme si tu étais le problème, alors qu'en réalité, c'était moi le problème. Vanessa était le problème.
J'ai choisi de protéger ses sentiments plutôt que de te protéger toi, et c'était impardonnable. Est-ce que Vanessa est là, ai-je demandé. Non, elle ne sait pas que je suis venu. On se dispute depuis ton départ. Elle veut que je te force à rentrer, que j'implique la police, que je te coupe les vivres. Elle pense que tu as besoin d'apprendre le respect par la punition. Je l'ai fixé. J'ai réalisé quelque chose quand elle a dit ça, a-t-il continué. Elle ne se soucie pas du tout de toi. Elle ne l'a jamais fait. Elle voulait juste que tu te soumettes pour qu'elle puisse avoir l'impression d'avoir gagné. Et tu réalises ça maintenant, ai-je dit. J'aurais dû le réaliser il y a des années, a-t-il dit doucement. Mais j'avais peur d'être seul, peur d'affronter mon chagrin. Vanessa a comblé un vide, et je l'ai laissé faire parce que c'était plus facile que de gérer la douleur de perdre ta mère. Tante Caroline a pris la parole. Qu'en est-il de Britney? Qu'en est-il du fonds fiduciaire? Qu'en est-il de toutes les choses que Vanessa a faites à ta fille au fil des ans? Papa s'est frotté le visage. J'ai dit à Vanessa que le fonds fiduciaire était intouchable. C'était voué à l'échec dès le départ. Quant à Britney, elle est la fille de sa mère. La façon dont elle te traite est inexcusable. J'aurais dû y mettre fin il y a longtemps. Qu'est-ce que cela signifie pour toi et Vanessa, ai-je demandé. Je ne sais pas encore, a-t-il dit. Mais je sais que je ne peux pas continuer à la choisir elle plutôt que toi. Ça s'arrête maintenant. Je voulais le croire. Dieu, je voulais le croire tellement fort. Mais la confiance ne se reconstruit pas avec une conversation et des excuses. J'ai besoin de temps, lui ai-je dit. Je ne peux pas juste tout pardonner, rentrer à la maison et faire comme si tout allait bien. Tu m'as blessé, papa. Vraiment, vraiment blessé. Et Vanessa et Britney ont rendu les 5 dernières années de ma vie misérable pendant que tu regardais ailleurs. Je sais, a-t-il dit. Je te donnerai tout le temps dont tu as besoin, mais s'il te plaît, ne me ferme pas complètement la porte. Je veux arranger ça. Je veux être ton père à nouveau. Nous avons parlé pendant 1 heure de plus. Ce n'était pas joli. J'ai exposé chaque chose horrible que Vanessa et Britney avaient faite, et pour la première fois, papa a vraiment écouté sans les défendre. Il s'est excusé encore et encore jusqu'à ce que les mots commencent à perdre leur sens. Quand il est parti, il m'a serré dans ses bras. C'était étrange et familier à la fois. Je t'aime, a-t-il dit. Je n'ai jamais arrêté, même quand je faisais tout de travers. Je sais, ai-je chuchoté en retour. Après son départ, tante Caroline a demandé comment je me sentais. Comme quelqu'un qui se noyait et vient d'atteindre la surface, ai-je dit. Je peux respirer à nouveau, mais tout fait encore mal. Mon 18e anniversaire est arrivé 3 semaines plus tard. Fidèle à sa parole, Madame Kensington s'est assurée que j'obtienne un accès complet au fonds fiduciaire de maman. C'était plus que ce à quoi je m'attendais, presque 200 000 $, soigneusement investis et ayant fructifié au fil des ans. Assez pour l'université, pour les frais de vie, pour construire un véritable avenir. Papa m'a envoyé une carte d'anniversaire avec un mot manuscrit à l'intérieur. Ta mère serait si fière de la femme que tu deviens. J'essaie d'être fier de moi-même à nouveau, aussi. Avec amour, papa. Je ne suis pas retourné à la maison. Au lieu de cela, je me suis inscrite à l'université pour le semestre d'automne en utilisant le fonds de maman. J'ai pris mon propre appartement. J'ai commencé à construire une vie qui était vraiment la mienne. Papa et moi nous retrouvions pour un café 1 fois par semaine. Des conversations lentes et prudentes où nous essayions de nous retrouver. Il m'a dit qu'il avait donné un ultimatum à Vanessa, soit elle me traitait avec respect, soit il voulait divorcer. Elle a mal choisi. Elle a insisté, soutenant que j'étais une menteuse manipulatrice essayant de détruire leur mariage, et a exigé qu'ils choisissent entre elle et moi. Pour la première fois en 5 ans, papa m'a choisi. Le divorce a été laid. Vanessa a essayé de revendiquer la moitié de tout, y compris la valeur du fonds fiduciaire de maman. Son avocat lui a ri au nez lors de la négociation quand Madame Kensington s'est présentée avec les documents du trust inattaquable et une trace écrite des tentatives de Vanessa pour le voler. Britney m'a envoyé un message pendant la procédure de divorce, j'espère que tu es heureuse. Tu as détruit ma famille. J'ai bloqué son numéro sans répondre. Elle ne valait pas l'énergie. Le fait est que je n'ai rien détruit. Vanessa a détruit son propre mariage en étant exactement celle qu'elle avait toujours été, une personne manipulatrice et avide qui voyait mon père comme un ticket repas et moi comme un obstacle.
Papa a détruit son propre mariage en se réveillant enfin et en choisissant sa fille plutôt que son ego. J'ai juste refusé de les laisser me détruire. Ça fait 2 ans maintenant. Papa et moi avons une relation à nouveau. Ce n'est pas parfait. Nous reconstruisons encore la confiance morceau par morceau, mais nous prenons un café chaque semaine. Il est venu à ma semaine d'examen de première année d'université et m'a apporté des colis de réconfort. Il m'envoie des textos sur des choses aléatoires qui lui rappellent maman, et nous partageons des souvenirs au lieu d'essayer de l'effacer. Les premiers mois après mon déménagement ont été les plus durs. Pas parce que la vie dans cette maison me manquait non, pas même un peu mais parce que je continuais d'attendre que le couperet tombe. Je me réveillais au milieu de la nuit convaincu que papa trouverait une faille juridique pour me forcer à revenir. Chaque fois que mon téléphone sonnait, mon estomac se nouait, attendant un autre message menaçant ou la voix venimeuse de Vanessa à l'autre bout. Tante Caroline a remarqué mon anxiété. Elle m'a fait asseoir un soir environ 1 mois après mon emménagement et m'a demandé franchement si je me sentais en sécurité. Physiquement, ai-je dit, ouais. Émotionnellement, j'attends toujours que tout s'effondre. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait parfaitement. Ton père était mon grand frère en grandissant. Il me protégeait des brutes, m'aidait avec mes devoirs, m'a appris à me défendre. Le voir devenir quelqu'un qui a besoin d'être protégé de lui-même a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais vécues. Penses-tu qu'il va vraiment changer, lui ai-je demandé. Elle est restée silencieuse un long moment. Je pense qu'il est capable de changer. Qu'il le fasse vraiment ou non dépend de s'il est prêt à affronter des vérités très inconfortables sur lui-même. Certaines personnes préfèrent rester confortables dans leur dysfonctionnement plutôt que de faire le travail difficile pour devenir meilleur. Ces mots sont restés en moi. L'école est devenue mon refuge. Je me suis jeté dans mes cours, j'ai rejoint des groupes d'études, j'ai fait du bénévolat dans un centre de jeunesse local. Rester occupé signifiait moins de temps pour sombrer dans l'anxiété sur ce que papa et Vanessa complotaient ensuite. Cela signifiait aussi que je commençais à construire une vie qui n'avait rien à voir avec eux. Je me suis fait des amis qui ne savaient rien de mon drame familial. Pour eux, j'étais juste une autre étudiante de première année essayant de comprendre la vie. C'était rafraîchissant d'être vu comme une personne entière au lieu d'un problème à gérer ou d'une victime à plaindre. L'une de mes professeurs, le docteur Miranda Chen, donnait un cours de psychologie sur les systèmes familiaux. Lors d'une conférence sur les dynamiques familiales dysfonctionnelles, elle a décrit quelque chose appelé triangulation, quand une personne en manipule 2 autres l'une contre l'autre pour maintenir le contrôle. Tout ce qu'elle en a dit décrivait parfaitement ce que Vanessa avait fait à papa et moi. Après le cours, j'ai approché le docteur Chen et lui ai demandé si elle avait des heures de permanence. Elle en avait, et j'ai fini par lui raconter une version abrégée de mon histoire. Ce que vous décrivez est un cas d'école de manipulation émotionnelle, m'a-t-elle dit. Votre belle-mère s'est positionnée en victime et votre père en sauveur, ce qui vous a automatiquement attribué le rôle du méchant. Une fois cette dynamique établie, tout ce que vous faisiez pour vous défendre était recadré comme une preuve de votre méchanceté. Donc, il n'y avait rien que j'aurais pu faire différemment, ai-je demandé. Vous auriez pu continuer à vous soumettre et vous perdre dans le processus, a dit le docteur Chen sans détour. Mais vous avez choisi la préservation de soi à la place. Cela demande un courage énorme, surtout à 17 ans. Sa validation signifiait plus qu'elle ne le réalisait probablement. Pendant si longtemps, je m'étais demandé si j'étais déraisonnable, si j'aurais dû essayer plus fort, si partir faisait de moi la méchante de l'histoire. Mais je n'étais pas la méchante. J'étais juste celle qui refusait de continuer à jouer à un jeu truqué. La procédure de divorce a traîné pendant 8 mois. Papa me tenait au courant des développements majeurs, bien que je lui ai dit que je ne voulais pas connaître chaque détail. Ce que j'ai appris était assez laid. Vanessa avait engagé un avocat agressif qui essayait toutes les tactiques imaginables pour soutirer de l'argent à papa. Ils ont prétendu qu'elle avait renoncé à des opportunités de carrière pour être femme au foyer, même si elle n'avait jamais travaillé pendant leur mariage par choix, pas par nécessité. Ils ont essayé de faire valoir qu'elle méritait une pension alimentaire basée sur le mode de vie que papa avait fourni. Ils ont même tenté de revendiquer la propriété partielle de la maison parce qu'elle avait contribué à son entretien. L'avocat de papa a bloqué la plupart de tout ça. Le contrat de mariage sur lequel papa avait insisté avant d'épouser Vanessa, l'une des rares décisions intelligentes qu'il avait prises, protégeait la plupart de ses biens. Mais Vanessa est quand même repartie avec un règlement qui m'a fait bouillir le sang. Pas à cause du montant, mais parce que j'avais l'impression qu'elle était récompensée pour des années de cruauté.
Le système juridique n'est pas toujours une question de justice, a expliqué Madame Kensington quand je me suis défoulé auprès d'elle à ce sujet. Parfois, il s'agit de minimiser les dégâts et d'avancer. Votre père limite ses pertes et met fin à un mariage toxique. L'argent est le prix de sa liberté. Je comprenais la logique. Ça ne voulait pas dire que je devais aimer ça. Pendant cette période, papa a commencé une thérapie. Une vraie thérapie. Pas le conseiller bidon que Vanessa avait essayé de m'imposer. Il m'appelait parfois après les séances, pas pour déverser ses problèmes sur moi, mais pour partager des prises de conscience qu'il apprenait sur lui-même. Mon thérapeute m'a demandé pourquoi j'étais si désespéré de créer une famille complète après la mort de ta mère, m'a-t-il dit lors d'une de nos rencontres café. J'ai réalisé que j'essayais de remplacer ce que nous avions perdu au lieu de l'honorer et de construire quelque chose de nouveau. Je voulais avancer rapidement à travers le chagrin, et Vanessa offrait ce fantasme. Elle me promettait la normalité si je suivais simplement tout ce qu'elle voulait. Et tu l'as cru, ai-je dit. Je voulais la croire, a-t-il corrigé. Il y a une différence. Au fond, je savais que quelque chose n'allait pas. Je voyais comment elle te traitait. J'entendais les commentaires, j'étais témoin du favoritisme, je remarquais comment tu te retirais de plus en plus. Mais admettre que j'avais fait une erreur catastrophique signifiait affronter mon chagrin à nouveau. Alors, j'ai choisi le déni à la place. Ces conversations étaient douloureuses. Nécessaires, mais douloureuses. Nous excavions des années de dommages, et une partie de ce que nous trouvions était laid et difficile à regarder, mais au moins nous étions enfin honnêtes l'un envers l'autre. Il sort avec quelqu'un de nouveau, une femme gentille nommée Laura, qui est veuve elle-même. Elle a 2 fils adultes et aucun intérêt à remplacer la mère de qui que ce soit. Elle me traite comme une adulte digne de respect, ce qui est rafraîchissant. Vanessa a déménagé dans un autre état avec Britney. Aux dernières nouvelles, elle s'était mariée avec quelqu'un d'autre et rendait déjà la vie de sa nouvelle belle-fille misérable. Certaines personnes ne changent jamais. Je me spécialise en travail social. Je veux aider les enfants qui se sentent aussi impuissants que je l'étais. Des enfants piégés dans des situations où les adultes qui sont censés les protéger sont au contraire la source de leur douleur. Le fonds fiduciaire de maman paie tous frais de scolarité, loyer, nourriture, manuel. Chaque fois que j'achète quelque chose dont j'ai besoin pour l'école, je pense à la façon dont elle prend encore soin de moi, me protège encore, s'assure encore que j'ai l'avenir dont elle rêvait pour moi. Les gens demandent si je regrette ce qui s'est passé. Si je regrette d'avoir dit non à mon père ce soir-là, déclenchant la chaîne d'événements qui a fait exploser ma famille. Je ne regrette pas. Ce soir-là, debout dans cette salle à manger pendant que des étrangers riaient de mon humiliation, j'ai fait un choix. Je me suis choisi. J'ai choisi ma dignité. J'ai choisi d'honorer l'amour de ma mère au lieu de me soumettre à des gens qui voulaient l'effacer. Et le lendemain matin, quand papa m'a ricané au nez, s'attendant à la soumission, s'attendant à ce que j'ai appris ma place, il a trouvé ma chambre vide à la place. Il a trouvé l'avocate de sa sœur au téléphone en train de démolir sa demande pour voler mon héritage. Il a découvert que sa fille avait plus de force qu'il ne le pensait, et plus de soutien qu'il ne l'avait réalisé. L'avocat de la famille n'a pas vraiment fait irruption en tremblant et en demandant « Monsieur, qu'avez-vous fait ?» Cette partie a été exagérée pour l'effet dramatique, mais Madame Kensington l'a bien appelé ce matin-là, et elle l'a bien informé dans un langage juridique précis à quel point il avait merdé en mettant ses menaces par écrit. Elle a expliqué qu'il avait créé un schéma documenté de manipulation financière et d'abus émotionnels qui le détruirait au tribunal s'il continuait à pousser. Papa m'a dit plus tard que l'appel l'avait terrifié, non pas à cause des conséquences juridiques, mais parce qu'entendre une avocate lister tout ce qu'il avait fait de mal lui avait fait réaliser qu'il était devenu quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas. Quelqu'un qui choisissait l'orgueil et un mariage toxique plutôt que sa propre fille. La vérité, c'est que la vengeance ne consiste pas toujours à faire souffrir quelqu'un. Parfois, il s'agit de refuser de souffrir soi-même davantage. Il s'agit de se lever et de dire « Je mérite mieux que ça », même quand les gens que vous aimez vous disent d'accepter moins. Je n'ai pas détruit ma famille ce Thanksgiving-là. Ma famille était déjà détruite. J'ai juste arrêté de faire semblant du contraire. J'ai arrêté de jouer le jeu de la fiction selon laquelle tout allait bien, que Vanessa était une belle-mère aimante, que papa était un bon père, que je devais être reconnaissante pour des miettes d'affection et de respect. Et quand j'ai arrêté de jouer le jeu, tout le château de cartes s'est effondré. Certaines personnes pensent probablement que j'ai été trop dur, trop impitoyable. Ils diraient, papa était en deuil, j'aurais dû être plus compréhensive,
les familles devraient rester unies quoi qu'il arrive. Ces gens n'ont pas regardé leur père rire avec les autres pendant que sa femme se moquait de leur mère morte. N'ont pas failli se faire voler leur héritage au profit d'une demi-sœur qui leur menait la vie dure. N'ont pas passé 5 ans à s'entendre dire que leur chagrin était gênant et que leurs souvenirs étaient indésirables. J'ai donné des chances à papa, tellement de chances. Je me suis mordu la langue à travers des années de manque de respect et de rejet. J'ai seulement tracé la ligne quand il a essayé de prendre la dernière chose que ma mère m'avait laissée et de m'humilier publiquement quand j'ai osé objecter. Ce n'est pas être dur. C'est avoir une colonne vertébrale. Ces jours-ci, je visite la tombe de maman toutes les quelques semaines. Je lui parle de l'école, de ma nouvelle vie, de la façon dont son fonds fiduciaire m'aide à construire un avenir. Je lui dis que papa essaie de faire mieux, que nous guérissons lentement. J'aime penser qu'elle serait fière de moi. Pas pour avoir fait exploser ma famille ou m'être tenu tête à papa, cependant. Peut-être pour ça aussi. Mais pour avoir survécu. Pour avoir refusé de laisser le chagrin et la colère me transformer en quelqu'un d'amer et de brisé. Pour avoir pris l'amour qu'elle m'a donné et l'avoir utilisé pour construire quelque chose de bon. L'argent qu'elle m'a laissé n'était pas juste une sécurité financière. C'était une bouée de sauvetage. Un message d'outre-tombe qui disait « Je savais que tu aurais besoin d'aide un jour. Je savais que tu aurais besoin d'une porte de sortie. Je suis toujours là, bébé. Je te protège toujours. » Et elle avait raison. Alors, ouais, j'ai été puni jusqu'à ce que je m'excuse. Au lieu de cela, je suis parti. J'ai construit une nouvelle vie. J'ai pris le contrôle de mon avenir au lieu de laisser papa et Vanessa le contrôler pour moi. Meilleure décision que j'ai jamais prise. Si vous lisez ceci et que vous êtes dans une situation où quelqu'un essaie de vous faire sentir petit, essaie de vous contrôler par la culpabilité ou l'argent ou l'obligation familiale, sachez que vous n'avez pas à l'accepter. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de vous choisir vous-même. Et si les gens vous traitent d'égoïste pour ça, laissez-les faire. Leur opinion ne signifie rien comparé à votre tranquillité d'esprit. J'ai appris ma place. D'accord. Mais ce n'était pas la place que papa pensait que je devais apprendre. C'était la place où je me suis défendu, où j'ai honoré ma mère et refusé d'être diminué par des gens qui auraient dû mieux m'aimer. Et je ne reviendrai jamais en arrière.